y va. Nom, prénom, profession. Alors Vincent Heyer, sociologue, professeur des universités à l'université Nice-Sophia Antipolis, membre de l'université Côte d'Azur. Donc, je vais revenir sur quelques termes que vous avez utilisés pour votre conférence. Vous n'utilisez pas les NTIC comme sigle, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'innovation dans les technologies numériques est foisonnante. La nouveauté est là en permanence. Elle est là au jour le jour. Et l'utilisation NTIC est une utilisation qui remonte aux années 90, lorsque l'Internet, les premières formes de médiation numérique sont apparues. On parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ensuite, on parlait de technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, c'est essentiellement quand même des technologies dites numériques. D'accord. Et vous n'utilisez pas le numérique, mais plutôt digital. Digital. Alors digital, pourquoi? Parce que effectivement, aujourd'hui, ça tempère le terme de... Enfin, j'utilise surtout transition digitale, parce que ça tempère un peu la dimension de révolution, mutation, etc. Je trouve que nous sommes plutôt dans une transition, pas dans un ceci tuera cela, voilà, mais dans une adaptation. Et ensuite, le digital est aussi quelque chose qui est lié à la main. Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut apporter, c'est ce que votre clavier, vous le touchez, vous êtes en permanence, on laisse une trace, on laisse une empreinte. On laisse une empreinte sur la toile, on laisse une empreinte pour la postérité, voilà. Et donc l'expression digitale, pour moi, accompagne bien cette notion de transition. D'accord. Et donc c'est plutôt transition digitale que révolution numérique. J'utilise plutôt transition digitale que révolution numérique et j'essaie de m'en expliquer dans le dernier ouvrage qui sort la semaine prochaine aux éditions LEH à Bordeaux, qui s'appelle Transition digitale, handicap au pluriel et travail social. Et qu'est-ce que vous reprochez à révolution numérique? Disons que les révolutions, il faut un tout petit peu être prudent avec ce terme de révolution, dans la mesure où elle suppose qu'il y ait des transformations majeures, alors que ce qui se passe n'est qu'une forme de transition dans la relation de l'être de 1 à 0, voilà, et dans la relation entre ce qu'on appelle l'humain et le non-humain. Voilà. Moi, je ne sais pas si les robots d'assistance sont une révolution, sont une mutation profonde. Voilà. Des modes d'assistance à distance, de téléassistance existent depuis longtemps. Voilà. Et la France a été en quelque sorte pionnière aussi dans ce type de dispositif, précisément pour les personnes âgées. Voilà. Donc je suis plutôt prudent avec ce terme. Voilà pourquoi transition me convient mieux que des mutations qui amènent des transformations profondes, etc. etc. Voilà. Je reste dans une prudence méthodologique et sémantique forte. Quelques termes que vous avez utilisés, plateformisation du monde. Oui. Quelques mots. Alors, la plateformisation du monde, c'est que de plus en plus, maintenant, notre réalité passe par les écrans. Passe par des plateformes, passe par des sites, passe par ce qu'on appelle des MOOC, des Massive Open Online Courses. Voilà. Donc nous sommes de plus en plus en face à des écrans que nous renseignons, à des plateformes, à des espaces numériques de travail. Voilà, dans lesquels nous avons de l'information et dans lesquels nous donnons de l'information. Voilà. Et ça s'appelle des plateformes, en deux mots et pas en un mot. Voilà. Et cette plateformisation, elle renvoie à ce que Éric Sadin appelle la siliconisation du monde, c'est-à-dire cette expansion du libéralisme numérique actuellement. D'accord. Vous avez parlé d'infobésité. Oui. Alors, infobésité est liée au fait que nous avons de plus en plus d'informations. Jamais
dans notre développement sociétal, nous avons eu accès à autant d'informations. Donc ça suppose de choisir quelle est la bonne, entre guillemets, information, l'information utile, et surtout de lui donner une valeur à cette information, qui sera différente pour vous que pour moi. Voilà. Donc l'infobésité, c'est d'abord pour marquer cette multitude d'informations qui est traduite par ce qu'on appelle de l'open data, c'est-à-dire des données de plus en plus ouvertes à disposition de tous, et la notion de big data, voilà, donc de données massives que produisent les individus à chaque fois qu'ils renseignent finalement un site, à chaque fois qu'ils donnent leur adresse mail, à chaque fois qu'ils sont dans une relation avec la machine ou avec un dispositif technique, soit de vente, soit de banque, etc., etc. Et puis on voit bien que finalement ce type d'information, elle nous dépasse. On n'arrive plus à la traiter, on a trop de mails, on ne sait pas comment y répondre, on est sollicité par une multitude d'écrans, voilà, par les réseaux sociaux, par nos courriels, par l'ensemble, et nous devons avoir un nouveau rapport peut-être à l'information, à sa valeur. D'accord, vous avez insisté sur la préformation de la pensée. Oui. La communication préforme notre pensée. Alors c'est plutôt ce que j'appellerais aussi une communication organisante, c'est-à-dire les outils organisent notre pensée, notre manière d'être. Voilà. Le matin, on allume l'ordinateur, on va sur sa messagerie, on va sur ses réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire que non seulement ces outils organisent notre pensée, mais aussi notre temps. Voilà. On y perd beaucoup de temps, on espère gagner du temps, voilà. Mais on est dans une situation où finalement on est dépendant de ce que nous demande voilà, cet outil, et finalement on doit cliquer là où il est possible de cliquer. Voilà. Mais on est toujours rattaché à l'éphémère de la connexion, et vous pouvez être dans une logique de digital detox, c'est-à-dire de vous déconnecter et de ne plus vivre avec les objets numériques. C'est comme pour la télévision. Voilà. Quand on se brûle sous l'eau chaude, on n'engueule pas le robinet. Voilà. Vous pouvez toujours l'éteindre et avoir une autre forme de rapport avec le monde qu'un rapport dit numérique. Est-ce que du coup vous inscrivez dans la lignée de McLuhan, médium et ses messages, ou ça n'avait pas? Alors, disons que la pensée macluhanienne est une pensée plutôt, pour moi, non pas dépassée, mais voilà, je pense que McLuhan aurait beaucoup aimé vivre à notre époque. Voilà. Et voir comment ce nouvel âge numérique, voilà, entre en résonance avec ce qu'il disait à l'époque sur la transformation des différents médias. Voilà. Alors, quand je dis dépasser, ça veut pas dire que ce n'est pas utile. Voilà. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que nous devons travailler sur les usages, c'est-à-dire la manière dont les personnes utilisent, s'approprient, ont d'abord un accès à ces outils, parce que pour beaucoup encore, et pour des personnes en situation de handicap, de vulnérabilité ou de fragilité, ceux qui nous intéressent ici, certains n'ont pas accès à ça. Ensuite, il faut se l'approprier, et chacun se l'approprie de différentes façons, voilà, selon ses connaissances, selon sa formation, selon ses besoins en tant que tel. Et ensuite, il y a les usages, il y a ce qu'on en fait réellement. Et ça intéresse quand même bigrement tous les concepteurs et tous les développeurs de savoir quels sont les usages qui seront les nôtres de ces objets par la suite. Vous avez insisté pour dire que les informaticiens savaient faire les outils, après chaque fois ça posait beaucoup de questions éthiques. Quelle est la place finalement du chercheur là-dedans? Alors, premièrement, je suis pour les formes d'interdisciplinarité, c'est-à-dire aucune discipline en sciences humaines et sociales ou en sciences inhumaines et asociales, comme les sciences
on va dire dures, voilà, ne peuvent trouver à elles seules des réponses aux questions qui sont posées par la complexité de notre époque. Donc on doit travailler dans l'interdiscipline. Voilà. Et quand je travaille avec des informaticiens qui sont des concepteurs, eh ben, ils viennent vers moi pour avoir un autre éclairage sur justement ces questions d'usage, sur les questions posées par la dimension éthique. Voilà. Parce que effectivement, tous les usagers n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes mode opératoire de ces objets, alors que pour les informaticiens, tout le monde pourrait utiliser l'ordinateur de la même façon. Et voilà pourquoi l'interdisciplinarité nous permet d'avoir un regard un tout petit peu différent sur l'évolution en cours et penser cette e-inclusion, comme votre journée le montre, comme véritablement un défi collectif. Et j'aime beaucoup cette dénomination de défi collectif parce que ça concernera autant les personnes en situation de handicap, de fragilité et de vulnérabilité que les développeurs, voilà, les concepteurs, les informaticiens, que les travailleurs sociaux et tout le secteur. Il ne suffit de voir le développement de l'e-santé aujourd'hui, voilà, pour voir à quel point les machines sont présentes, depuis des robots qui vous opèrent jusqu'à des bracelets qui quantifient le nombre de pas que vous faites, qui vous donnent l'attention en permanence. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le quantified self en permanence. Aujourd'hui, j'ai perdu tant et tant de calories, j'avais tant et tant de tension par rapport à hier, etc. etc. Donc c'est véritablement un défi collectif et je crois que notamment le préfice ici a vraiment, dans cette journée-là, avec sa configuration au niveau des ateliers, au niveau des conférences, donné le point de départ de cette réflexion-là, notamment pour les travailleurs sociaux. C'est la e-inclusion, le thème, vous l'avez assez peu utilisé, vous le définiriez comment? Je le définis au sens de Pascal Plantard, qui le met en opposition à ce qu'on peut appeler le fossé numérique, l'expression qu'a utilisé Michel Lévy, et plutôt la question de la fracture numérique. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui va nous différencier, mais quelque chose qui va nous inclure. Voilà. C'est-à-dire que les objets, les technologies numériques, doivent être ouvertes véritablement à tous. Il ne doit pas y avoir d'exclusion. Voilà. Tout le monde doit pouvoir les utiliser. Et voilà pourquoi le terme dit inclusion est, de mon point de vue, plus adapté. Et en même temps, il montre que cette inclusion ne se fait pas automatiquement, mécaniquement, d'une manière très formalisée, mais plutôt dans une notion de tâtonnement. Voilà, on essaye, c'est trop compliqué, on arrête, on va vraiment faire en sorte que les usages soient limités pour certains, on va avoir du contrôle parental pour d'autres, etc., etc. Voilà. Donc cette e-inclusion, elle est pour moi avant tout quelque chose qui doit ne pas exclure, mais inclure les individus, quel que soit leur degré de connaissance, de compréhension et d'appréhension du monde qui est le nôtre. Pour les travailleurs sociaux, quels impacts majeurs vous voyez du digital sur leur pratique? Alors, il y en a deux. Dans un premier temps, le premier, il est de dire comment je vais, en tant que travailleur social, travailler avec des personnes qui utilisent de plus en plus ces objets. Voilà. Nous avons parlé de la dématérialisation, etc. Quelle est la place que je vais prendre dans l'humain, alors qu'on sait que le travail social a été quand même un travail de présentiel, de relationnel, etc. Et que la communication interpersonnelle a été à la base véritablement du travail social.
Donc c'est quelle place je vais prendre à côté de personnes qui de plus en plus tirent l'information de l'Internet, utilisent les réseaux sociaux, etc. Ça c'est le premier défi. Le deuxième, il est de penser à une reprofessionnalisation et de voir comment peut-être un certain nombre de médiateurs numériques peuvent aider à comprendre la situation liée à ces objets et à, comme ça a été précisé ce matin, non pas à être des e-travailleurs sociaux, oui, ou des personnes qui sont dans une cyber-intervention sociale, mais d'être des personnes vraiment qui permettent une médiation vers des dispositifs plus classiques du travail social. Alors bien évidemment, on pense aussi à tout ce qui est logique de désinstitutionnalisation. C'est-à-dire que de plus en plus on se dit finalement le soin à domicile, le contrôle par les objets, etc. peut être réalisé grâce aux technologies numériques. Le grand défi collectif, ce sera de montrer que l'humain a encore de l'importance face au non-humain que constitue l'Internet des objets jusqu'aux robots d'assistance ou les robots conversationnels que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour finir, j'ai plus de batterie. Donc, est-ce qu'on va vers vous avez vu, vous êtes conditionné par l'objet. Oui. Est-ce qu'on va vers un e-travail social ou est-ce que c'est une appellation juste à la mode ? Non, je crois qu'on est véritablement dans une transition qui touche toutes les professions. Aucune profession ne peut se passer de cette dimension digitale. Plus aucune profession ne peut se passer de communication, plus aucune profession ne peut se passer de technologie numérique. Et le travail social, les métiers de l'intervention sociale, le secteur social et médico-social, comme le secteur sanitaire, le secteur de la santé, sont profondément impactés par cette transition digitale. Merci. Voilà, ça a été ?